Au niveau du perfectionnisme, c'est juste de se dire, de comprendre que c'est un processus. Pour arriver à la perfection, parfois, il faut faire 4-5 fois la tâche avant d'y arriver. Ce n'est pas la première fois que vous allez réaliser cette tâche que vous allez pouvoir la faire de manière parfaite. Mais par contre, peut-être au bout de la 3e, 4e fois, vous allez y arriver. Que serait une vie guidée par l'harmonie? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On continue sur cette notion de la procrastination et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui je vais parler des 6 types de procrastinateurs. Donc comme je vous le disais, ces 6 types de procrastinateurs, ces 6 profils en fait me viennent du livre du docteur Shepardin qui s'appelle How to Beat Procrastination in the Digital Age. J'ai regardé rapidement, je ne l'ai pas trouvé en français, je l'ai trouvé qu'en anglais. Mais du coup voilà, je vais vous donner un peu le résumé de ces 6 profils et pour les personnes qui sont anglophones ou qui aimeraient en savoir plus, je vous invite à vous procurer le livre. Donc l'idée en fait du docteur Shepardin, c'était de se dire que nous avons tous en fait une forme de procrastination, que nous ne procrastinons pas tous pour les mêmes raisons. Et donc elle a dressé 6 profils, 6 manières on va dire de procrastiner et 6 raisons qui poussent les personnes à procrastiner. Et donc du coup cela nous donne 6 personnalités. Je vais vous donner aujourd'hui ces 6 profils, vous expliquer un peu quel est le besoin, quelle est la logique en fait qui se cache derrière la procrastination de cette personne et surtout la solution qui est associée à chacun de ces profils. Donc, je suis sûr et certain que vous allez tous au moins vous retrouver dans un de ces profils. Gardez en tête que il n'y a pas forcément un seul type de profil que l'on a, on peut être un mélange de profils. L'idée, c'est pas de se dire « Oh non, mais je procrastine, je suis tous les profils par exemple » et qu'on se dise « Mais c'est problématique ». L'idée là-dedans, c'est surtout que vous puissiez vous prendre conscience qu'en fonction d'une situation, vous allez peut-être développer ou vous comporter plus en accord avec un certain profil. Et l'idée, c'est juste de savoir ok, dans cette situation-là, quelle est la solution que je dois mettre en place. Ça permet justement de clarifier et de pouvoir identifier les situations dans lesquelles on a une forme de procrastination et lesquelles on en a une autre. Et ça nous aide vraiment à mieux se comporter. Donc le premier profil que je souhaite vous partager, c'est celui du perfectionniste. Le perfectionniste, c'est la personne qui a besoin d'avoir un résultat parfait dans ce qu'elle fait. En gros, c'est une personne qui a des standards qui sont plus élevés que la moyenne, que lorsqu'elle fait quelque chose, elle doit se dire à la fin « je fais bien la chose » ou « je ne la fais pas du tout ». Elle a vraiment ce besoin de sentir que le résultat de son travail sera très bien. Donc, généralement, lorsqu'un perfectionniste va commencer à procrastiner, c'est parce que lorsqu'il commence à faire la tâche ou qu'il prend la décision de réaliser une tâche, dans sa tête, il y a quelque chose qui se dit « Ah ouais, mais ça sera pas parfait. Là, si je commence, il me manque ci, il me manque ça, donc ça se fera pas. » Et donc, elle va avoir tendance à procrastiner. Souvent, en fait, le perfectionniste, ce n'est pas qu'il ne commence pas, c'est surtout terminer, en fait, la tâche. C'est que souvent, il va se dire si je termine pas la tâche, elle n'est pas terminée, donc on peut pas l'évaluer en quelque sorte. Donc on peut pas dire si c'est parfait, si c'est bien ou c'est mal fait, étant donné que ce n'est pas terminé. Et donc il va essayer de repousser de plus en plus l'échéance, en fait, la deadline,
pour se donner du temps, pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences et pouvoir acquérir de nouvelles ressources pour réaliser au mieux son travail, sa tâche. Donc, généralement, qu'est-ce qui se cache, on va dire, derrière cette procrastination? Il y a une forme de... Il y a la peur d'échouer, il y a la peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes, qui est vraiment une des plus grandes peurs qui se cachent derrière ce besoin du perfectionniste. Il y a aussi ce côté, voilà, quand je dis de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire qu'on va lui dire, attends, nous on attendait de toi que tu puisses faire cela, t'es quelqu'un qui travaille super bien, et là, sur cette tâche-là, tu t'es raté, quoi. Et qu'on le voit, en fait, comme quelqu'un de se dire, ah non, en fin de compte, t'es pas aussi parfait qu'on le croit, quoi. Tu es pas à la hauteur de ce que tu exprimes. Et ça aussi, c'est quelque chose que le perfectionniste ne supporte pas. Qu'on puisse lui dire que, il n'est pas à la hauteur de la tâche qu'on lui a donnée. Donc, cette peur-là, va le pousser à procrastiner en quelque sorte. Du coup, lorsque l'on est perfectionniste, la solution, et je vous l'ai donnée la semaine dernière, pour moi, c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de se concentrer sur le plaisir plutôt que le résultat. C'est-à-dire que quand je vais réaliser une tâche, je vais mettre le focus sur à quel point je vais prendre du plaisir pour réaliser cette tâche, au lieu de me concentrer sur pour bien faire ma tâche, il faut qu'il y ait ça qui soit fait. C'est juste se lâcher prise sur les résultats et juste se dire, c'est quoi? J'ai juste envie d'avoir du fun là aujourd'hui et je fais cette tâche de manière à ce que je puisse être joyeux. Point. C'est ce que je vais vraiment concentrer. Toutes mes capacités, toutes les compétences que j'ai là, moi je sais que je suis quelqu'un qui a vraiment de belles compétences. Je sais que je peux réaliser cette tâche de manière à être joyeux. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi et le focus va être là-dessus. Donc tout ce besoin de faire bien là, je vais juste me dire je vais faire bien, je vais être joyeux de la bonne manière. Et vraiment mettre cette envie d'être parfait là sur ce besoin de joie, tout simplement. Et non pas sur le résultat. Donc on canalise en fait l'énergie du perfectionniste, on la canalise plus sur un nouvel objectif plutôt que sur le résultat. Et ça permet ainsi de ne pas se dire ok, je change qui je suis, je rabaisse ma manière de voir en fait. Parce que souvent, ce qu'on peut entendre pour un perfectionniste, c'est de lui dire, mais attends, c'est trop, tes standards sont trop, rabaisse tes standards, en fait, vois un peu plus bas, en fait. Mais généralement, c'est contre-intuitif pour un perfectionniste. Il aime les choses bien faites, en fait. Il veut que ça soit au niveau de ses standards, en fait. Donc, le simple fait de lui dire de baisser les standards ne sera pas la bonne solution. C'est plus de se dire, concentre-toi d'abord sur la joie, vois le résultat que cela fait. Ensuite, l'étape qui vient par rapport à cela, au niveau du perfectionnisme, c'est juste de se dire, de comprendre que c'est un processus. Pour arriver à la perfection, parfois, il faut faire 4-5 fois la tâche avant d'y arriver. Ce n'est pas la première fois que vous allez réaliser cette tâche que vous allez pouvoir la faire de manière parfaite. Mais par contre, peut-être au bout de la 3e, 4e fois, vous allez y arriver. Donc si on commence, si c'est la première fois que vous réalisez cela, mettez de la joie, voyez le résultat qui en découle, et ensuite demandez-vous comment est-ce que je peux m'améliorer pour la prochaine fois. Et ensuite, la prochaine fois, vous mettez en place les points d'amélioration et vous voyez ensuite. Et il y a de fortes chances qu'au bout de 3-4 fois, vous arriverez à faire de manière parfaite comme vous le souhaitez cette tâche. Mais voyez vraiment la chose comme un processus. Ne pas voir juste comme une simple étape. Et c'est cela aussi qui peut permettre de lâcher prise aussi pour le perfectionniste. Donc voilà les 2 solutions que je vous propose. Le deuxième profil de procrastinateur, ça va être le rêveur. Le rêveur, en fait, c'est la personne qui a souvent de grandes idées et qui a envie, en fait, d'être vu comme un génie. En gros, c'est la personne qui va avoir énormément de joie, qui va vraiment avoir du fun à imaginer les choses, à conceptualiser des idées, à avoir de nouvelles idées, à se dire « et si les choses étaient comme ça ? Qu'est-ce qui se passerait ?» Et vraiment, c'est des personnes qui sont beaucoup dans leur monde, beaucoup dans leur tête, qui ont une créativité énorme. Mais le problème du rêveur, on va dire, c'est que souvent, ça reste dans la tête. C'est qu'il rêve beaucoup, mais derrière, pour passer à l'action, pour réaliser, on va dire, cette idée qu'il a, ça coince, ça se refait pas. Pourquoi, en fait? Parce que dans sa logique, pour lui, en fait, concrétiser une idée, ça veut dire sortir de l'imaginaire, et c'est se concentrer sur des tâches simples qui peuvent paraître souvent ennuyeuses. Parce que
la vision de ce que l'on voit de quelque chose de grandiose. Imaginez, par exemple, je vous dis, imaginez un monde merveilleux dans lequel tout le monde est en paix et en harmonie. Ça mettrait des milliers d'années à faire ça, et donc il faudrait commencer là, maintenant, par rapport au monde dans lequel il est. Pour arriver à cela, il y aurait vraiment énormément de travail à faire. Et tout ce travail, en fait, demande beaucoup d'efforts. Et ça, le rêveur, généralement, ça lui plaît pas, en fait. C'est ennuyeux, lui, ce qu'il veut, c'est voir le résultat, en fait. C'est pouvoir expérimenter le résultat final. Mais le processus pour y arriver, souvent, pour lui, est super ennuyeux et il n'a pas envie de le faire. Du coup, derrière cette idée-là, sa logique, en fait, pour lui, c'est vraiment, il veut rester dans le maximum dans le rêve, parce que le rêve procure de la joie, procure des belles émotions, procure vraiment une envie. Et que le passage à l'action, généralement, c'est ennuyeux et c'est boring, quoi. Du coup, la solution qu'il faut proposer à un rêveur, c'est de se positionner souvent en tant que stratège et en fait s'entourer de personnes qui peuvent l'aider dans l'exécution de son idée. Parce que un rêveur, il faut se dire que c'est en lui, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va être au four et au moulin, en quelque sorte. C'est pas la personne qui va agir et qui va être dans la matérialisation, dans le matériel, vraiment. C'est une personne, au contraire, qui a une capacité de visualisation et de conceptualiser très grande et au-delà de la majorité de la population. Et il y a des personnes qui, elles, au contraire, sont des personnes qui sont vraiment manuelles, qui ont besoin de toucher les choses, de réaliser les choses, d'être très ancrées au niveau matériel. Si ces deux personnes collaborent, ça peut créer des choses magnifiques, parce qu'il y en a un qui sera, on va dire, la tête, et l'autre qui sera les mains, en quelque sorte. Et c'est là où il y a une belle connexion, là où les deux peuvent vraiment travailler ensemble. Donc généralement, le rêveur, la clé qu'il a, c'est juste de pouvoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir exécuter. Pour cela aussi, il faut quand même qu'il puisse développer sa capacité de communication et de diffuser en fait compte son rêve. Généralement, un rêveur qui réalise et qui concrétise les choses et qui ne procrastine pas, c'est une personne qui a une grande capacité en fait de réseauter, de pouvoir créer du lien avec les gens et de communiquer son rêve. Et lorsqu'il communique ce rêve à d'autres personnes, les personnes sont tellement enthousiasmées en disant « Mais waouh, c'est magnifique le projet que tu nous proposes, j'adhère à ton idée et je vais t'aider. » Et c'est juste cette énergie-là, en fait, qui va faire que la personne ne procrastine plus. Elle va vraiment être dans la joie, toujours, parce qu'elle verra son rêve se réaliser sans qu'elle ait réellement à faire les tâches les plus ennuyeuses. Tout ce qui l'ennuie, elle le délègue tout simplement. Et ça passe par la capacité à fédérer. Et donc, il y a une grande forme de leadership aussi qui doit venir du rêveur. Donc, je dirais qu'un rêveur est un leader qui ne le sait pas ou qui a du mal à vouloir accepter cela. Sortir de sa procrastination passera par justement aller réseauter, aller s'entourer des bonnes personnes. Et pour cela aussi, il faut quand même que la personne accepte que oui, il y aura des tâches à faire et que oui, il y a des choses qui peuvent être ennuyeuses, qui vont devoir être faites, mais que derrière, ça va amener justement à expérimenter son rêve. À nouveau dans cette notion de processus. Chez le rêveur, il faut que ce processus soit très, on va dire, rapide. Ces tâches ne soient que 20%, on va dire, de ce qu'il fait. 80% de son temps doit être réalisé à développer la vision, développer son rêve, vraiment générer l'énergie, on va dire au niveau imaginaire, et 20% au niveau des tâches, et non pas l'inverse. Un rêveur, s'il passe 80% de son temps à être dans du concret, dans la matérialisation, il va s'épuiser à une vitesse folle et il ne fera rien. Tout cela, et il sera une des personnes les plus exécrables au niveau de son humeur. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Le troisième type de profil, c'est le profil de l'anxieux. L'anxieux, c'est la personne qui a besoin de sécurité et de savoir, on va dire, prédire l'avenir presque.
c'est de s'assurer que ce qu'elle va faire va toujours lui assurer d'être en sécurité et dans son confort. Si on regarde bien la procrastination, je prends un exemple un peu plus concret pour que vous puissiez le voir, au niveau des entrepreneurs par exemple. Quelqu'un qui était salarié et qui tout d'un coup va devenir entrepreneur, il y a énormément d'inconnus qui se mettent en place, il y a énormément de choses que on n'avait pas l'habitude de faire en tant que salarié et qu'on se retrouve tout d'un coup à devoir gérer. Et ça, pour une personne anxieuse, c'est un scénario, mais presque catastrophe, je pourrais le dire. C'est parce que aller plonger dans l'inconnu, sortir de sa zone de confort, va vraiment lui créer un énorme stress. Donc sa logique, à l'anxieux, au contraire, c'est de pouvoir éviter au maximum l'inconnu et faire un maximum de choses qu'elle sait et qu'elle maîtrise. Ce qui se cache derrière en fait la procrastination de l'anxieux, c'est que en repoussant en fait la tâche, l'action qu'il souhaite faire à plus tard, eh bien il n'a pas à se préoccuper de la gestion des changements qu'il y aura ou des imprévus qui vont découler de cette tâche. Par exemple, une personne qui est salariée et vous dit pendant des années ouais je vais ouvrir ma boîte et je vais le faire, je suis déjà en train de faire, il me manque juste en fait à faire la paperasse, mais j'ai l'idée, j'ai le concept, j'ai déjà réfléchi à tout, et la personne vous dit ça fait 3 ans que vous la voyez, pendant 3 ans elle doit ouvrir sa boîte, elle l'a jamais fait, elle n'a jamais quitté son travail. Parce que derrière, il y a des choses qu'elle ne veut pas gérer. En fait, elle sait très bien que si elle quitte sa boîte, elle va perdre un certain confort, elle va perdre on va dire l'assurance d'avoir un revenu régulier. Il y a une forme de sécurité en fait et de risque qui va arriver, et donc elle va perdre cette sécurité. Et donc la personne, eh bien, elle procrastine. Elle n'agit pas. Du coup, c'est vraiment cette peur, on va dire, de l'inconnu. Et là, la clé pour l'anxieux, en fait, c'est vraiment d'identifier ces peurs. C'est au bout d'un moment de les formuler. Déjà, ça commence par là. De se dire, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui me fait peur dans cette situation. Qu'est-ce qui me fait peur? Comment est-ce que je peux aller clarifier cette peur? L'idée, c'est de se dire que il faut pas non plus jouer, on va dire, dans le monde des business, c'est se dire, ok, il n'y a pas de risque. Une personne anxieuse, elle voit les risques et elle connaît les risques. La clé va être surtout de se dire, est-ce que ces risques sont réels? Et comment est-ce que s'ils sont vraiment réels, qu'est-ce que je peux faire pour les diminuer? Et donc, c'est pas jouer la technique de l'autruche. Parce que souvent, la méthode de l'anxieux, ça va être de faire l'autruche, de se dire, bon, je fais comme s'il n'y a pas de problème, donc je procrastine, je vais me concentrer sur autre chose et j'oublie la chose qui est importante. Et donc, forcément, là, ça permet d'être beaucoup plus serein. Mais au contraire, la clé pour l'anxieux, pour qu'il puisse passer à l'action et réaliser les choses qui sont importantes pour lui, c'est de faire face justement à son anxiété et d'aller regarder réellement la situation en face. Donc, clarification de ses priorités, de ses besoins, de ses objectifs est une des choses les plus importantes pour un anxieux. Et cela, souvent, si vous regardez bien en coaching, c'est un des travaux les plus importants que l'on fait. Et pour moi, c'est vraiment la clé dans beaucoup de choses. Faites-vous accompagner si nécessaire par une personne qui va vous aider à vous poser les questions, à visualiser ce qui vous stresse. De manière à ce que vous mettez en place un plan d'action et que derrière vous savez ce que vous avez à faire. La clé de ce plan d'action sera de découper au maximum les tâches en de toutes petites tâches qui sont réalisables et qui sont le plus proche possible de ce que vous savez faire ou de ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire, exemple tout simple, la personne qui se dit je vais ouvrir ma boîte, je vais créer une nouvelle entreprise. C'est presque déplacer une montagne en termes d'action à réaliser. Le simple fait de découper, de se dire ok, pour pouvoir créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais une forme de rétro-planning. Je vais me demander toutes les tâches possibles et inimaginables qu'il faut que je fasse. Je les liste. Il y a des choses, par exemple, qui va dire ok, je dois enregistrer mon entreprise, je dois ouvrir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une boîte? Je ne sais pas. Quelles sont les tâches qu'il y a à suivre? Donc ça, c'est un premier objectif. Ouvrir, faire les papiers pour la boîte. Deuxièmement, stratégie de communication en marketing. Qu'est-ce que c'est? Business plan à réaliser pour obtenir des aides ou des prêts de la banque, des choses comme ça. Ça, c'est notre objectif. Vous voyez vraiment de lister tous les objectifs et ensuite de mettre des sous-objectifs à chaque objectif et
de découper en maximum de sous-objectifs de manière à ce qu'on ait en gros des actions. Par exemple, la première des choses, ça peut être, j'ai un ami qui est entrepreneur depuis 15 ans, je vais lui donner un coup de fil et lui demander est-ce qu'on peut aller prendre un café pour qu'il m'explique un petit peu comment on fait pour être entrepreneur. Point. Ça peut commencer par ça, une toute petite action simple. Tout le monde a déjà pris un café avec quelqu'un. Tout le monde a déjà passé du temps à discuter avec quelqu'un. Nous l'avons tous déjà fait. Ce n'est pas quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. C'est un tout premier pas. Et l'idée est vraiment là-dessus pour l'anxieux, se concentrer sur les toutes petites actions simples et faciles. Et juste au quotidien avoir une action simple et facile à faire. Et ça sera l'accumulation de toutes des actions petites et simples qui vont donner le résultat final. Mais la montagne, elle se déplace un caillou à la fois, non pas une montagne tout entière. À nouveau, notion de processus et clarification des besoins et de ses objectifs surtout par rapport aux besoins pour l'anxieux. Le quatrième profil que l'on a de procrastinateur, c'est le défieur. Le défieur, on va dire, moi c'est un que j'aime bien aussi parce que parfois je sais que j'ai pu procrastiner moi dans certains moments en tant que défieur. Et en gros, le besoin du défieur, c'est d'être libre et de ne pas se sentir contrôlé par les autres ou par toute forme d'autorité. En gros, imaginons, l'exemple que j'aime donner, moi, c'est pour le défieur, c'est vous recevez une amende et vous ne la payez pas, vous attendez la dernière minute pour la payer. Pourquoi ? Parce que vous allez vous dire que, moi, je trouve ça injuste en fait, que sur la route, si je dépasse de 2 km/h la limite autorisée, je dois payer 90 € d'amende. Ça, pour moi, c'est totalement injuste. Il y a des choses dans le monde dans lesquelles il y a des gens qui vont mettre de l'argent dans les paradis fiscaux et eux, ils ont rien, ils ont pas de problème. Et moi, qui fais bien, qui respecte les règles et tout, j'ai juste fait une petite faute et là, tout d'un coup, paf, on me donne une grosse amende. Et donc, c'est vraiment ce besoin de se dire, l'autorité, l'injustice, de combattre l'injustice, en fait. Et donc, pour prouver, en fait, ma manière de combattre l'injustice, je ne vais pas faire ce qu'on me demande, ou je vais le faire à ma manière ou d'une autre manière. Le but du défieur, en fait, c'est vraiment de montrer son désaccord, et il utilise la procrastination pour cela. Ça peut être au travail. Vous avez, par exemple, un manager qui arrive, qui va vous dire, tiens, fais cette tâche-là de cette manière-là. Et vous allez dire, attends, c'est qui ce gars-là ? Il débarque tout d'un coup, là, il vient me dire de faire une tâche comme si je sais pas faire mon travail, la manière qu'il me l'a dit, comme si moi je suis un débile, je sais pas faire, et là il a besoin de venir m'expliquer cela, quoi. Pour la peine, je le ferai pas. Et je vais attendre la fin de semaine pour lui faire sa tâche. Mais là, il veut ça rapidement, tant pis pour lui, il l'aura pas, parce que il m'a mal parlé, par exemple, il m'a pas, montré de respect, en quelque sorte. Ça peut être ça. Ça peut être en fait juste ça. Et là-dedans, la clé en fait pour le défieur, généralement, c'est de pouvoir prendre du recul, déjà de à nouveau conscientiser cela. D'être conscient que oui, on a ce sentiment de défi à l'intérieur de nous. Et la première des choses, ça va être de se demander, est-ce que procrastiner est la meilleure façon d'exprimer mon désaccord ? Est-ce qu'il ne serait pas juste plus simple de dire, écoutez, là, manager, vous venez de me parler d'une certaine manière, je trouve ça que vous me prenez de haut et qu'il y a une manière condescendante dans la manière de me parler, vous m'avez pris comme un débile, et j'aimerais vraiment en parler parce que je n'accepte pas qu'on ait une relation comme celle-là. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour discuter ? Je suis pas d'accord avec ça. Exprimez, tout simplement verbaliser, et non pas... Parce que le défieur, généralement, de sa manière de procrastiner, on va dire, c'est un peu comme un enfant qui va bouder. On lui demande de faire quelque chose, il va dans son coin et il boude, parce qu'il n'a pas envie de le faire. Et c'est un peu ça, on va dire, le défieur. C'est qu'au lieu de dire « je n'ai pas envie de le faire et je vais vous expliquer pourquoi » et on va trouver un terrain d'entente pour que, dedans, on puisse tout le monde être gagnant-gagnant, non, moi je boude. Et vous voyez, juste d'avoir conscience, en fait, que on fonctionne comme ça, qu'on a ça en nous. Mais juste derrière, premièrement, le verbaliser. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre les choses personnellement pour le défiant. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit une chose, on vous demande de faire quelque chose,
que cette chose-là va définir qui vous êtes réellement. Ce n'est pas parce que vous réalisez telle tâche que ça va faire que vous n'êtes plus une personne libre et que vous êtes contrôlé, ou que justement vous allez derrière, on va dire cette personne-là, elle est soumise, elle est facile à dominer parce que je lui ai demandé de faire la chose et elle le fait bêtement. C'est qu'une simple tâche. Parfois, c'est juste une simple tâche. Et il y a vraiment cette notion, en fait, parfois de relativiser aussi, de juste se dire, c'est pas parce que vous faites une tâche que vous êtes la tâche. Dissociez-vous, en fait. J'ai fait cela parce que c'était la chose qu'il fallait faire. C'est-à-dire, mon professionnalisme fait que je le fais. Par contre, voilà comment je vais le faire. Par contre, voilà ce qui, moi, est en accord avec moi. Vous voyez ce que j'ai dit la semaine dernière concernant la congruence et la cohérence avec soi-même? Il y a un moyen pour le défier de être congruent tout en, justement, ne pas procrastiner. Et ça passe à nouveau par la verbalisation. Dire ce qu'on ressent. Dire pleinement « je ne suis pas d'accord » au lieu de bouder ou de procrastiner. Le 5e profil dont je vais vous partager, c'est le créateur de difficultés. Le créateur de difficultés, c'est la personne qui a besoin d'avoir des rushs émotionnels dans sa vie et de ne pas ressentir de l'ennui. On va dire que dans sa manière de voir les choses, pour elle, cette personne-là, c'est simple. Si une chose est facile à faire, c'est qu'elle n'a pas de valeur et que c'est pas fun. Donc les choses trop faciles, ça l'ennuie. Et donc, pour elle, il faut que vraiment on lui donne quelque chose de compliqué à faire pour qu'elle se dise « Ah, enfin une tâche à la hauteur de ce que moi j'aime et une tâche qui va me challenger et qui donc va me créer de la joie et une certaine forme d'aventure en quelque sorte. » Parce que derrière la procrastination de cette personne, c'est qu'elle va attendre la dernière minute parce que ça va créer une forme de pression et donc ça transforme une tâche qui est juste banale en une forme d'aventure. Si je réussis à faire cette tâche en très peu de temps, c'est comme un exploit en fait. Et donc, si je fais un exploit, je suis comme un aventurier, comme un héros. Et donc derrière, waouh, c'est super et ça crée une adrénaline, en quelque sorte, ça crée une sensation forte. Et c'est cela que ces personnes-là ont besoin. Donc la procrastination va vraiment être dans ce besoin d'avoir du fun, d'avoir quelque chose de ressentir des rushs émotionnels en quelque sorte. Eh bien, la solution que je souhaite partager, c'est, on va dire, il y en aura 2. La première, c'est déjà de se demander pourquoi je ressens de l'ennui dans ma vie en fait. Parce que généralement, on peut associer à avoir un besoin de se sentir, on va dire, joyeux et bien et on va dire serein ou on va dire épanoui dans la vie. Et parfois on va rechercher en fait des choses éphémères pour obtenir cet épanouissement. Alors que peut-être qu'il est possible d'avoir des tâches régulières et beaucoup plus stables qui apportent un épanouissement qui serait beaucoup plus long sur le long terme. Au lieu de chercher juste des pics, on va dire, émotionnels, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose de plus durable. Donc, de manière concrète, un pic émotionnel, bien souvent, peut venir de se dire « Ok, ce soir, je vais dans une fête, je me mets une mine au niveau... je vais boire, je vais fumer, je vais vraiment prendre de la drogue et tout, et je vais dire ce soir, c'est une aventure de malade, on va faire des trucs de fou. » Paf, gros pic émotionnel, vous rencontrez des gens exceptionnels, vous faites des choses que vous n'avez jamais fait ce soir-là, vous vous retrouvez dans des situations vraiment de malade, et vous avez vécu une situation où vous dites « Wow, best night ever », quoi. Mais le lendemain, ça retombe. Donc vous avez plus ce pic émotionnel. Et donc vous allez rechercher à nouveau à avoir ce genre de choses. C'est pas durable. Dans le long terme, c'est quelque chose qui a des conséquences négatives et tout. Donc, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont créateurs de difficultés sont des personnes qui ont des problèmes d'alcool ou de drogue, hein, c'est pas du tout ça. J'essaie de comparer de manière à ce qu'on puisse vraiment, on va dire, émotionnellement ce que ça représente en quelque sorte. La chose, ça va être vraiment de trouver des activités qui vous procurent du fun et quelque chose de serein, quelque chose de bien pour vous. Là, on va rentrer dans les choses, moi qui suis spirituel, on va dire, j'ai beaucoup de fun à juste me dire, je vais passer un temps à marcher en forêt. C'est quelque chose qui, pour moi, pour beaucoup de personnes, me dirait, qu'est-ce qu'il y a de fun là-dedans? Il n'y a rien de fun. Moi, ça me procure une certaine joie. C'est tout. Donc mon pic émotionnel viendra de juste ce moment en forêt qui m'apporte justement
cette chose où je me calme, je trouve un rythme qui me convient et donc j'ai plus besoin de créer des rushs émotionnels dans les activités que j'ai au quotidien. Donc de manière plus concrète, ce que peut faire une personne qui est un créateur de difficultés, c'est de se mettre une règle dans laquelle il va se dire j'alloue 15 minutes pour commencer la tâche et je me tiens 15 minutes. Même si derrière je ressens un ennui, je commence quand même 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, c'est vraiment trop ennuyeux, et bien très bien, j'arrête cette tâche. Mais je commence au moins 15 minutes. L'idée derrière, c'est vraiment de se dire que parfois on a juste une croyance qu'une tâche va être ennuyeuse, alors que quand on la commence, on se dit ah mais en fait c'est pas si ennuyeux que ça. Ok, je sens que je prends du plaisir à faire cette tâche au bout de 15 minutes. Mais parfois il faut juste faire le premier pas. Il faut juste expérimenter. En mettant cette règle, ça nous permet justement de mettre les pieds dedans et qu'au bout de 15 minutes, ce qui va généralement arriver, c'est que on se dit bon allez c'est bon, non je continue, ça va, là je me sens bien, je continue et on termine la tâche en fait. Et on va passer 1 heure alors qu'on pensait qu'on serait pas capable de le faire. Allouer 15 minutes de manière régulière et on va dire presque forcée, mais ça permet de découvrir quelque chose. L'idée c'est de se dire qu'une tâche peut en cacher une autre en quelque sorte. Et le dernier profil que nous allons voir ensemble, c'est celui du surmené. Le surmené, c'est cette personne on connaît tous, qui est capable de nous dire oui à tout, quand vous lui demandez quelque chose, elle va vous dire oui, il n'y a pas de souci, je le fais, qui est en train de toujours qui dit jamais non. Et vous voyez, cette personne, elle a 10 milliards de choses à faire, mais c'est cette personne que, en gros, vous vous dites ouais, mais au bout du compte, elle me dit oui, mais c'est pas bien fait, ou bien elle le fait vite fait. C'est la personne vraiment qui vous avez l'impression que la personne est à l'ouest complètement, qu'elle gère pas du tout son temps et qu'elle est en train de faire 36 milliards de choses, mais que c'est presque un brasseur de vent, quoi, en quelque sorte. Ça fait 36 milliards de choses, mais rien n'est concret en fait, rien n'est posé, rien n'est canalisé. C'est l'éparpillement total en fait dans ce qu'elle fait. Le problème généralement de cette personne-là, c'est qu'elle a un besoin de plaire à tout le monde. C'est que elle se dit généralement si je dis oui à tout, alors je serai bien vu de tout le monde et tout le monde va m'aimer en quelque sorte. Qu'est-ce qui va se cacher derrière la procrastination de cette personne en fait? C'est que elle est dans le déni qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire et donc en gros si elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, eh bien, elle se rend compte qu'elle ne va pas plaire à la personne. Et ça la stresse énormément. Et donc, elle va se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour dire à la personne, je lui avais dit oui, mais je peux pas, et comment je fais? Et en gros, la personne se retrouve généralement à, faire le sous-marin. Vous n'entendez plus parler, ou bien la personne va essayer de trouver des espèces de moyens de raccommoder les choses, de faire une espèce de bricolage pour tenir sa parole, mais au bout du compte, eh bien, vous vous dites, j'aurais préféré que tu me dises non depuis le début, comme ça, moi j'aurais cherché une alternative qui aurait été plus efficace, plutôt que je compte sur toi. Et là-dedans, il y a vraiment cette notion que le surmené, eh bien, il lui manque vraiment des priorités. C'est que la personne, elle va chercher à faire 36 000 choses, mais elle n'a pas un cadre, elle n'a pas une ligne de conduite qui est fixe. Elle a besoin vraiment d'avoir un cap. La clé pour la personne surmenée, c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour elle, personnellement, et non pas pour les autres. C'est vraiment de se reconnecter à soi et de se poser, se dire qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? De quoi est-ce que j'ai besoin? Pour pouvoir obtenir cela, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les comportements, quelles sont les actions qui vont me mener à l'obtention de ce que je souhaite? Tout ce qui n'est pas en lien avec cela, je ne le fais pas. C'est vraiment une notion de canalisation des énergies. Parce qu'une deuxième chose aussi qui peut venir avec le besoin de la personne surmenée, c'est de manquer une opportunité. C'est de se dire, oui, mais là, on m'a proposé quelque chose et ça va me permettre justement d'obtenir autre chose. Mais la clé, c'est oui, vous pouvez obtenir 36 milliards de choses. Mais est-ce que ces nouvelles choses que vous allez obtenir correspondent à ce que vous voulez?
Est-ce que vous en avez réellement besoin de cette chose, de cette opportunité? Et là aussi, c'est super important. Donc il y a ces deux besoins, plaire aux autres et aussi obtenir la peur de manquer, la peur de rater l'opportunité en quelque sorte aussi qui va venir chez le surmené. C'est recentrer. La solution, elle est vraiment de recentrer sur identifier qu'est-ce qui est important pour soi, quels sont ses besoins, quelles sont ses priorités, quels sont ses objectifs, quelles sont les actions qui sont en lien avec ses priorités, ses objectifs, ses besoins, et quelles sont celles qui sont totalement inutiles. Tout ce qui est inutile à ses objectifs, ses besoins, ses priorités, on les fout de côté. Tout ce qui est utile à cela, on le fait. Et on se concentre uniquement là-dessus. Il faut garder en tête cette phrase qui pour moi est presque un mantra. Quand je dis oui aux autres, je me dis non à moi-même. Quand je dis oui à moi, je dis donc non aux autres, mais surtout quand je dis oui aux autres, je me dis non à moi-même. Est-ce que je suis en état de me dire non à moi-même maintenant? Parce que je ne vous demande pas non plus de devenir égoïste et de dire que vous allez arrêter d'aider les gens. C'est juste de vous dire, est-ce que vous êtes en état d'aider quelqu'un? Si vous êtes fatigué, surmené, que vous n'avez juste plus d'énergie, vous n'avez aucun moyen, vous avez un planning surchargé, vous n'êtes pas en état d'aider des personnes. Déployez d'abord de l'espace, créez d'abord de l'espace, créez du surplus pour ensuite pouvoir aider les autres. Là oui, mais gardez l'équilibre. N'allez pas vous tuer, vous détruire, vous autodétruire en aidant les autres. Ça ne sert strictement à rien. L'équilibre entre ces notions-là. Donc voilà ce qui va clôturer cet épisode avec les 6 profils de procrastinateurs. Donc on a vu ensemble le perfectionniste, le rêveur, l'anxieux, le défieur, le créateur de difficultés et le surmené. Tous ces points, ça peut être beaucoup d'informations. Si vous voulez un résumé, vous avez la fiche justement que vous pouvez télécharger en PDF. Il suffit de cliquer dans le lien dans la description. Vous recevrez directement cette fiche par email avec le résumé, les différents profils, leurs besoins, la logique dans laquelle ils pensent et surtout la solution pour surmonter ce type de procrastination. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on continuera sur cette idée de ce sujet, en fait, ce thème de procrastination, où j'aborderai la notion de gratification immédiate, parce que je pense qu'il y a un épisode entier qui devrait être fait là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros fléaux qu'on a sur notre planète, et je pense qu'il est nécessaire que nous apprenions à nous débarrasser de cela, dans le développement personnel et surtout au niveau spirituel, parce que je pense vraiment l'aborder sur un point de vue spirituel, cette notion de gratification immédiate, à quel point c'est totalement désaligné avec la vision spirituelle d'une personne. Donc, ça sera le thème du prochain podcast. D'ici là, comme à mon habitude, je vous invite à bien vous méditer sur la notion que vous avez entendue durant cet épisode qui vous a plu, qui vous correspond, qui a été un petit déclic pour vous. Restez concentré là-dessus, demandez-vous quelles actions vous allez pouvoir mettre en place suite à ce déclic. Et aussi, si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un d'autre, partagez-le lui, donnez-lui accès à cette idée, peut-être que ça peut l'aider. En gros, partageons un peu de bonnes vibrations et un peu plus d'harmonie dans ce monde. Moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dès jeudi pour incarner ces valeurs, et d'ici là, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit, que la nuit, que la nuit.